dans un automate, c'est utilisé à énormément d'endroits, c'est très simple. Pourquoi est-ce que si vous faites ça en Simulink, il va vous dire, mais t'es con ou quoi, ça veut rien dire ce que tu demandes là. C'est quoi l'énorme différence entre Simulink et un automate? Et ça, il faut toujours avoir ça en tête parce que ça change tout, selon que vous travaillez sur un automate ou en Simulink. Si vous faites ça en Simulink, il va vous dire, eh, retourne en primaire, hein, je ne sais rien faire avec ça, et vous aurez un message d'erreur qui va vous dire boucle algébrique. Je compte un peu plus sur les auteurs, je ne sais pas où ils sont. Pourquoi est-ce que Simulink ne sait rien faire avec ceci? Simulink va essayer de vous donner une solution exacte à chaque instant, au sens que toutes les variables que j'ai ici doivent être en équilibre. Autrement dit, il faut absolument que je calcule cette variable-ci pour que tout ce qui est en amont soit cohérent avec ça à chaque instant. Mais ça veut dire que ici, si je fais ça en Simulink, pour calculer cette valeur-ci, il a besoin de connaître celle-ci. D'accord? Or, c'est impossible. Parce qu'elle-même, je ne la connaîtrai que si j'ai la solution. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une boucle algébrique, pour connaître la solution, j'ai besoin de la solution. Donc là, Simulink va vous dire, boucle algébrique, réétudie ton bazar, je ne sais rien faire avec. Ou bien il va essayer d'aller très vite et de faire quelque chose qui ressemble approximativement, mais comme il y a une erreur de principe, ce que vous lui demandez est impossible, il va vous mettre d'office boucle algébrique. Soit, ça dépend un peu comment vous allez paramétrer vos gestions de défauts de Simulink, vous aurez d'office un warning, soit il va carrément planter en disant je ne peux pas faire ça. Parce qu'on ne sait pas le faire en Simulink, parce que ça veut dire que pour trouver la solution, il faut la solution. Dans un automate, ça ne pose aucun problème, parce que la philosophie est tout à fait différente. La gestion du temps est tout à fait différente dans un automate. Pourquoi est-ce que ceci fonctionne sans aucun problème dans un automate? Sans aucun problème. On fait ça partout, tellement c'est pratique. Que lui, calcule pas, il reçoit des vols. Il ne va pas essayer de simuler. Lui, il va calculer chacun de ces blocs indépendamment comme étant un bloc fonctionnel pour lequel il y a des entrées et je calcule les sorties. Et si j'ai besoin comme entrée d'une ancienne sortie, pardon, là je vous ai donné la solution, je ne vais évidemment pas faire ça. Si j'ai besoin, comme c'est le cas ici, comme entrée d'une sortie, qu'est-ce qu'il va prendre comme sortie? Je vous ai donné la solution. L'ancienne sortie. Donc, dans un automate, quand vous effectuez le calcul de ce bloc-ci, il va tout simplement calculer la sortie comme étant le résultat des entrées ici. Et le résultat de cette entrée-là, c'est quoi? Eh bien, il va aller chercher que c'est tout simplement la valeur qu'il connaît ici, autrement dit la dernière valeur connue, donc celle du temps de cycle d'avant. Et donc c'est exactement ça qu'on a besoin lorsque on veut comme ça faire une mémoire. On va tout simplement aller chercher la valeur ici, mais ça sous-entend du coup la valeur de sortie au temps de cycle précédent. C'est tout à fait différent quand on dessine ça dans un soft qui est géré par un PLC, où on a ce scénario-ci, que quand on programme ça dans Simulink, qui n'a pas du tout cette philosophie-là. Dans Simulink, quand vous travaillez, par défaut, vous êtes en continu, donc il essaye qu'à chaque instant, ceci soit réaliste avec toutes les variables au même instant. Alors qu'avec un PLC, naturellement, si l'entrée d'un bloc est la sortie d'un autre, il ira chercher la sortie du bloc à l'instant précédent. Vous voyez la différence? Donc c'est vraiment énorme, énorme. Donc dans un PLC, on va utiliser ça, c'est super simple. Donc c'est exactement ça qu'on veut faire, on veut geler une variable. Et donc c'est ça qu'on fera graphiquement sur l'entrée analogique de tracking qu'on a ici. On va tout simplement aller reprendre la valeur qu'on avait avant et on va comme ça geler. Donc c'est un des trois scénarios de perte de mesure. On a forcé fermé, forcé ouvert, garder la dernière valeur. Et ça dépendra d'une application à l'autre, du scénario de remise en sécurité d'installation par cas de perte de mesure. Je fais une petite remarque et puis je reviens à vous. Évidemment, ceci, c'est un truc qu'on veut éviter le plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on doit aussi faire de manière très pratique? Et c'est de ça qu'on parle ici, quand on fait des régulations, en termes de gestion de perte de mesure, à votre avis, pour essayer d'être le plus robuste possible contre une perte de mesure. Parce qu'ici, on est en train de gérer le scénario, j'ai plus de mesure, qu'est-ce que je peux faire dans le pire cas? Enfin, qu'est-ce que je peux avoir comme meilleur scénario pour me mettre dans une solution safe? Sauf que les solutions safe, en général, elle va être très problématique pour votre production. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez, en cas de gestion de perte de mesure, assurer de rester le plus longtemps possible en production normale, sans devoir gérer ce mode en disant ouvert, fermé ou gelé. Qu'est-ce que vous devez faire pour essayer de ne pas en arriver là, en parlant des gestions de perte de mesure? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va avoir plusieurs mesures, et donc on va s'assurer d'avoir une gestion des mesures qui va utiliser plusieurs mesures. Et évidemment, plus la mesure est critique, plus on va utiliser une redondance. Donc dans les boucles de régulation bébête, on va avoir une seule mesure. Mais ça sous-entend que c'est pas grave cette régulation pète, parce qu'on peut parfaitement, enfin, on doit, quand on fait une automatisation, on doit accepter dans le design, par principe, on doit accepter que la mesure foire. Autrement dit, si vous ne prenez qu'une mesure pour alimenter une boucle de régulation, ça veut dire que c'est une boucle de régulation qui n'est pas du tout critique. Ça veut dire que vous allez avoir une boucle de régulation pour laquelle, si la mesure tombe, on va se mettre en gestion de défaut 0, 100 ou gelé, et on va envoyer une alarme à l'opérateur, voire aujourd'hui un mail, un SMS ou quoi, à un superviseur qui va dire ok, ah merde, ça a foiré, bon, j'ai le temps de finir ma réunion, c'est pas critique du tout, et j'irai réenclencher ce machin-là, j'irai vérifier mon câblage, c'est pas critique du tout. Si on n'a qu'une seule mesure, c'est que c'est pas critique, parce qu'on accepte d'office qu'une mesure plante. Si c'est critique, on va doubler ou tripler les mesures. Et donc, on va avoir dans l'automate une gestion de mesures qui va, et là de nouveau, il y a plein de choses à discuter, qui va sélectionner là ou les mesures parmi les 2 ou 3 mesures. Et pour respecter la philosophie dont je parlais, au plus la boucle de régulation est critique, au plus on va multiplier les mesures. Donc des fois on va jusqu'à 4, j'ai jamais vu plus. En général, c'est 2 ou 3, selon le fait que la boucle de régulation soit critique ou très critique. Et donc qu'est-ce qu'on va faire si on a 2 mesures, à votre avis? Pour gérer cette mesure, on parle de gestion de 1, de 2, et donc dans tous les automates, on va trouver des blocs de gestion qui sont des 1 out of 2, 1 out of 2. C'est comment gérer une mesure à partir de 2. J'ai 2 mesures, mais mon régulateur, il s'en fout que j'en ai 2, il veut générer un signal, il veut recevoir plutôt un signal que lui va générer pour alimenter la régulation. Qu'est-ce qu'il y a comme chose à faire si vous avez 2 mesures? Comment est-ce que vous allez gérer ça pour aller vers la régulation? Il y a plusieurs choix, encore une fois. Prendre une mémoire et voir laquelle qui mesure correspond à cette mémoire, voir si c'est un conscience, si c'est une solution. Alors là, tu vas déjà trop loin. On va en parler après. On peut gérer les défauts de mesure en se basant sur la dynamique des signaux. Mais mettons ça à côté. Supposons que même en régime permanent, donc il n'y a pas de notion de transitoire, et donc la mémoire, oui, tu vois ce que tu veux dire. On y verra après. Donc disons que le capteur lui-même fonctionne bien, mais que je veux me prémunir uniquement du principal défaut des mesures, qui est un arrachement de câble. Donc j'ai mon 420 milli, et brusquement j'ai plus mon 420 milli, et donc qu'est-ce que j'ai? 0 mA. C'est pour ça qu'on a un 4 comme celui-là, ça vous savez. J'ai 0, du coup ma carte d'acquisition peut dire défaut mesure. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va gérer la mesure quand les deux sont corrects? Ouais. Comparaison. Et puis donc j'ai 2 mesures de pression, je suis à un endroit où je dois mesurer une pression, une température, j'ai 2 mesures, je les compare, et puis On fait une comparaison, et s'il y a un écart trop important selon une valeur de preset, ben, du coup on sait qu'il y a un défaut de mesure. et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on envoie la valeur au régulateur? La bonne, c'est la plus grande ou la plus petite? Celle qui est le plus proche de la valeur preset en amont. De la, De la valeur preset en amont. de la consigne? C'est quoi la valeur preset? C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, ben, si on est trop loin de certaines valeurs, c'est là où il n'arrive pas. Ouais, bah oui, parce qu'on ne sait pas faire ça. Donc vous avez 2 mesures. Comment est-ce que vous allez travailler quand tout va bien? Ouais. Quand tout va bien, on va simplement prendre la moyenne des 2. Et puis qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir une détection de différence entre les deux? Alors soit elle est due au fait qu'il dérive le capteur, soit elle est due au fait qu'on a un capteur qui s'est débranché. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ah ben j'en ai une, j'ai un écart, donc tu as tout à fait raison, qui est trop grand entre les deux. Et puis là, on a un choix à faire. Donc déjà, d'office, on va envoyer une alarme à l'opérateur pour dire, j'ai une trop grande différence entre mes 2 mesures, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on doit envoyer une alarme. Et puis on va choisir de continuer à travailler, autrement dit, d'envoyer la valeur vers le régulateur, qui est soit la plus grande, soit la plus petite. Là, on a un choix à faire. On sait qu'il y a une différence entre les deux. Donc, il y en a une qui est plus fiable. Donc, on va de nouveau cas à cas dire c'est la grande ou c'est la petite. Ça, c'est déjà un petit peu foireux, parce qu'il faut dire c'est la grande ou c'est la petite. On va souvent se mettre du côté de la sécurité, mais c'est pas génial. Ouais. Est-ce qu'il y a une notion de temps? On prend la plus récente, parce qu'on dit que la plus récente c'est correct? Non, non, parce que la déviation, elle peut être lente ou rapide, donc la notion de temps, on ne sait pas trop. On a un moment donné où on va dire,
on a des standards. Typiquement, sur une mesure de température, on va déclencher le défaut quand on a plus de 5%, une mesure de débit 10%, parce qu'on sait que les incertitudes ne sont pas les mêmes selon tel type d'appareil. Et donc, c'est le seul truc qui apparaît, il n'y a pas de dynamique mémoire. Il y a une différence plus grande que X% entre les deux. Et donc, on va dire, il y a un défaut, mais il faut quand même continuer à travailler. S'il n'y a que deux mesures, c'est que ce n'est pas hyper critique. Et donc, on va choisir de se mettre du côté de la sécurité en continuant à travailler avec la grande ou la petite. C'est assez logique. Mais par contre, vous voyez qu'il y a ce choix à faire qui est déjà un peu foireux. C'est pour ça qu'on passe en 3 mesures. Et donc là, on a des blocs de gestion qu'on va également devoir paramétrer de la même manière. Donc, un 2 of the 3 va avoir la même philosophie. On va gérer une mesure à partir du 3. Donc, on a du 1 de 3 ou du 2 de 3. Donc, c'est toujours la même idée. Sauf qu'ici, c'est plus intéressant avec 3 parce que qu'est-ce qu'on va faire en gestion de perte de mesure avec 3 mesures? Si on commence à avoir des déviations. Oui, donc on va commencer à l'envers. On va calculer l'écart entre chaque couple de mesures. Et puis, quand il y en a une qui commence à trop s'éloigner des deux autres, là, on peut discriminer celle qui est éloignée. Donc, la grosse différence entre deux seules mesures, c'est qu'il y a un écart entre les deux, mais je ne sais pas qui a raison. Tandis que quand on en a trois, en regardant tous les écarts, on peut regarder celle qui est la plus loin des deux autres. Et donc, on peut dire, je t'écarte, je ne t'utilise plus, et je continue à travailler avec les deux autres, et on travaille typiquement avec la moyenne des deux autres. Si je reviens encore en arrière, pour être complet, quand les trois sont bonnes, là on va travailler avec quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre quand on a les trois qui sont bonnes? Ou la médiane, le du milieu. Donc là, de nouveau, tous ces blocs-là, s'ils existent, gère ça, sinon c'est vous qui devez le faire, mais c'est ça qu'il y a là-dedans. Si j'ai trois mesures, parce que je suis dans une boucle de régulation critique, eh bien, comment est-ce que je vais gérer la mesure finale qui va aller vers mon régulateur? Eh bien, si j'ai les trois mesures, je vais choisir la moyenne ou la médiane. Je vais calculer les écarts entre chaque couple de mesures. Ça me permet, quand j'en ai trois, de virer celle qui est anormale et de continuer avec les autres. Et pour les deux autres, qu'est-ce que vous allez faire? Les deux qui restent, la moyenne ou la médiane? Moyenne, s'il reste un point. Pourquoi pas la médiane? Parce que ça n'a aucun sens avec deux mesures, la médiane. Donc vous n'avez pas le choix, quand vous n'avez plus que deux, c'est la moyenne. Donc avec trois mesures, là vous voyez que les choses sont beaucoup plus propres. On a encore une solution de repli quand on a une mesure qu'il faut. Et c'est quelque chose qui arrive encore assez souvent. Donc des fois on sait pourquoi ça se passe, donc on dit merde, j'ai encore une mesure qui part. Mais c'est parce que typiquement ça arrive dans des gros transitoires. Et donc l'opérateur finalement est habitué, ok, j'ai un gros transitoire, ben, ma tolérance sur mes incertitudes est un peu trop faible. Donc j'ai une mesure qui se met en défaut, mais ma régulation continue. Il va du coup tenir ça à l'œil pour voir qu'après le transitoire, les trois mesures reviennent proches l'une de l'autre. Elles sont de nouveau vues toutes les trois comme OK. Et donc on repart dans la régulation normale qui est la médiane des trois mesures. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est de temps en temps un peu surprenant parce que quand vous basculez de deux mesures, donc vous avez un système avec trois mesures, il y en a une qui est vue en défaut, donc vous êtes sur la moyenne des deux qui restent, si vous suivez. Et la troisième qui était en défaut revient vers les autres, parce que j'ai un méchant transitoire qui a fini. Et donc, elle est revue comme étant normale. Donc, je bascule alors ma mesure pour repasser de la moyenne des deux mesures qui étaient encore vues comme correctes, pour repasser vers la médiane. Qu'est-ce que ça va générer, ça? Un petit choc. Donc, si on ne le veut pas, on doit aussi lisser. En général, il devrait être assez petit, donc on ne le fait pas. Mais de temps en temps, c'est assez surprenant quand... Et c'est typique quand vous êtes occupé à regarder une variable du régulateur, vue par le régulateur, donc celle qui sort de ces blocs-là, et tout d'un coup, vous voyez, et ça arrive assez souvent, vous avez que le PV donc vous êtes occupé à faire une analyse de boucle de régulation, vous regardez la consigne qui fait ceci, parce que c'est trop lent, c'est trop rapide, ou quoi que ce soit, donc vous regardez le PV, et puis vous faites ça, et puis à un moment, ça fait ça, avec un front brusque ici. Ben, typiquement, c'est quand on a basculé de 2 vers 3 ou de 3 vers 2 dans ce genre de choses-là. Donc en général, ben, ça fait un petit choc sur la mesure, donc ça fait un choc sur l'actionneur. Il devrait être petit, hein, normalement. Pourquoi? Ben, parce que quand on va dire que... pourquoi est-ce qu'il va être en général petit ce choc? Et donc ça ne devrait pas poser de problème. C'est surprenant, mais ça ne devrait pas poser de problème parce que c'est petit. Pourquoi est-ce que c'est petit? C'est que les mesures est petit. Exactement. Parce que quand la mesure est revue comme étant normale, alors qu'elle avait été virée comme étant anormale, c'est parce qu'il y avait un grand écart.
Quand elle est revue comme étant normale, c'est qu'elle est proche des autres. Et donc, quand vous avez trois mesures qui sont proches, passer de la moyenne de deux de ces mesures à la médiane de trois, ben, ça ne devrait pas faire un choc immense. Vous me suivez? Donc ça, c'est assez typique quand on est en train d'analyser des comportements transitoires sur des courbes. Ouais. On peut lisser ça si on veut éviter ça. Ça se fait pas parce que normalement ça va être assez petit. Mais on pourrait dire dans des applications critiques, et moi j'aime pas les chocs, on en a parlé tout à l'heure, et c'est pour ça que je dis ça. On veut pas de choc quand on fait du manu auto, auto-manu. Donc si dans une application on doit vraiment éviter ça, il faudrait lisser le retour d'une mesure de 2 vers 3 ou 3 vers 2. D'accord? Donc la gestion de perte de défaut devrait également être lissée. Normalement, on ne le fait pas parce que ceci est petit pour les raisons que je viens d'expliquer. La lissée, simplement, donc le PV ici, c'est la sortie de mon bloc 2 de 3, qui lui voit trois mesures. Donc j'ai une mesure de pression vue par le régulateur, c'est la mesure de pression 1, la mesure de pression 2, la mesure de pression 3, qui sont connectées sur les entrées de l'automate, qui sont alimentées, enfin qui alimentent le bloc de gestion de défaut de perte de mesure. Et donc ici, on va avoir la mesure sélectionnée, et donc on peut rajouter ici un filtre qui va nous permettre de lisser ceci. On va discuter des filtres qu'on peut mettre dans les automates. Vous connaissez déjà ça, typiquement des filtres du premier ordre, un filtre passe-bas que vous pouvez réaliser de manière numérique ou bien de manière analogique avec un circuit RC si vous êtes en électronique analogique, que vous pouvez réaliser de manière mécanique, de manière hydraulique. Et donc l'idée c'est de rajouter un filtre, quelle que soit sa. Évidemment, on ne va jamais mettre des filtres trop lents là-dedans. Même chose pour les pertes, pardon, même chose pour enlever le bruit de mesure. Toutes les mesures que vous avez ici sont bruitées. Que j'ai une mesure, deux mesures ou trois mesures. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme résultante ici? On a quelque chose qui est également tout à fait bruité. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le bruit qu'on a sur la mesure quand on fait de la régulation? On va en reparler encore aujourd'hui, c'est vraiment fondamental. Quand on a du bruit sur la mesure, pourquoi est-ce que ça nous emmerde? Oui, oui, c'est le pire des cas, mais même déjà quand on n'a pas de partie on est embêté, parce que cette mesure, elle va rentrer dans le régulateur, et le régulateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va multiplier cet écart qui est bruité, l'écart de réglage qui est bruité, il va le multiplier par le gain pour aller jouer sur quoi? Ben, ici, j'ai mon organe de réglage, donc j'ai ma vanne, j'ai mon moteur, et donc ça veut dire que si ma mesure de pression, elle fait ça, ben, c'est pas bien grave, hein, mon automate, il s'en fout, il gère des trucs qui font bub bub bub. Ça n'a aucune réalité physique, c'est simplement un signal dans un automate. Par contre, quand ça arrive sur l'organe de réglage, là, ça devient un signal physique, c'est ma vanne qui va être secouée beaucoup trop, et donc, vous avez calculé, vous avez dimensionné, acheté une vanne pour qu'elle dure 20 ans, et après 3 jours, elle est morte parce qu'elle a fait slash, 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 à cause du bruit de mesure. Donc, déjà que le proportionnel, et ce que tu dis est encore pire, à cause de la dérivée, dériver un bruit de mesure, ça veut dire dériver un signal haute fréquence, et donc, comme quand on dérive, la haute fréquence devient une haute amplitude, même un signal qui est bruité faiblement en amplitude, mais à haute fréquence, ce qui est par nature ce qui est un bruit, faible en amplitude mais haut en fréquence. Et quand vous le dérivez, vous avez quelque chose qui est à la même fréquence mais qu'une amplitude qui a été multipliée par la fréquence à cause de la dérivée. Et donc là, votre vanne, elle est morte, comme je disais tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce qu'on discute de ça maintenant? Parce que c'est une autre raison de rajouter ici un filtre. Ce filtre, soit on le met sur la mesure, soit, mais en général on fait les deux, on le met également dans le terme dérivé du régulateur. Ça, vous avez déjà vu ça au cours théorique et en laboratoire en troisième. Donc pour la mesure, on peut souvent le mettre là également, et donc on pourrait tenter de filtrer à fond, de manière à ce que ce signal bruité devienne lisse comme tout, et éviter tous les problèmes que je viens d'évoquer. Pourquoi est-ce que c'est une erreur horrible de faire ça, qu'il ne faut pas trop filtrer? Puisque ça crée un gros délai. Parce que ça va créer un délai, parce que ce que va voir comme dynamique le régulateur, c'est la dynamique du process et la dynamique du filtre. On va dire qu'il n'y a pas de dynamique ici dans notre sélection de mesures, c'est des choix instantanés, donc il n'y a pas de dynamique. Donc le régulateur, on va y revenir tout à l'heure, eh bien qu'est-ce qu'il voit? La dynamique du process, mais on a déjà parlé la fois passée, la dynamique de l'actionneur qui est en amont, et la dynamique du capteur qui est en aval, mais aussi le filtre. Et donc en réalité, la dynamique vue par le régulateur, et donc la dynamique qui va influencer la boucle fermée, ce sont tous les éléments de la boucle fermée, donc l'actionneur, le process, le capteur, et potentiellement le filtre qu'on veut rajouter encore ici. Et vous le savez, mais on va y revenir tellement c'est important, mais filtrer, c'est retarder,
Prenons un cas extrême, c'est rajouter un délai, c'est pas aussi méchant que ça. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement méchant dans la boucle de régulation? Ben parce que vous savez que ralentir la boucle fermée, voire même mettre un délai, c'est, Ben, retarder la consigne. autrement dit, pour la boucle fermée, c'est extrêmement déstabilisant. Donc attention, mettre un filtre pour les bruits, comme je viens de dire ici, oui, mais pas n'importe comment. Il faut filtrer, mais pas trop, parce qu'il faut filtrer les hautes fréquences pour les bruits de mesure, pas filtrer les basses fréquences. Déjà, on a peu de bruits de mesure en basse fréquence, et surtout les basses fréquences, il ne faut pas les freiner, sinon on est en train de ralentir toute la boucle fermée, et ça va forcément influencer le tuning du régulateur, on va devoir tout ralentir à cause de ça, et donc ça va ralentir la dynamique ensuite consigne, et ralentir la réjection de perturbations en boucle fermée. Oui, ça fait un gros résumé de ce qu'on a fait la fois passée, même un petit peu plus. Est-ce que j'ai oublié des trucs dont on a parlé la fois passée? Ouais, je vais une question. Est-ce que du coup, dans le choix de deux, trois signaux, est-ce qu'il y a encore un de deux signaux quand on tombe du signal? Mais il est dedans. Parce que quand on fait la gestion 2 de 3, ou alors on fait du 1 de 3, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu as un scénario où quand tu perds une mesure, tu te retrouves. Ah non, d'accord, je vois ce que je te dire. Donc quand on a 3, on n'a qu'une mesure devient trop éloignée des autres. Donc on a dit, on continue sur 2, et typiquement on va prendre la moyenne. Et donc comme c'est une boucle critique, si on en perd encore une autre, on va plutôt dans ces cas-là dire qu'on se met en solution de repli. Parce que comme c'est une boucle critique, si on a 3 mesures, ce serait un peu space de dire, bon, j'ai perdu une mesure, c'est déjà normal, j'en ai perdu une deuxième, je continue sur l'unique qui reste. Là, on n'est plus en train de respecter la philosophie qui est, ben, c'est une boucle critique. Donc en général, quand on a 3 mesures, on accepte de continuer sur 2 résultantes avec une boucle dans le milieu. Si on perd la deuxième, autrement dit, on commence à voir qu'il y a un écart trop grand entre chacun des couples de 3 mesures. Là, on repart dans le scénario où on fait confiance à aucune mesure. Et donc, on part dans le scénario où on doit trouver le plan B. Et donc, se mettre en solution de repli égale à track, 0,100% ou dernière valeur connue. Donc ça, c'est le cas le plus logique. Si on a un 3 mesures, en général, on ne va pas accepter de continuer avec une seule. On accepte une perte de mesure, on continue sur 2. Évidemment, on a une alarme pour intervenir le plus vite possible. Et puis, on part en solution de défaut quand on en perd une. Et les solutions de défaut dont je vous parle ici, il y a encore un cas plus critique, en réalité, que je ne dois pas oublier de mentionner. Dans certains cas, on ne va pas que mettre la boucle de régulation en mode manuel. Qu'est-ce qu'on va devoir faire, à votre avis, dans certains scénarios? Si on perd une mesure critique, donc on a 3 mesures, on en perd une, et puis on perd la deuxième, on n'en a plus qu'une, c'est critique. Donc on ne va même pas se contenter de faire que ce que je dis ici, de mettre la boucle de régulation en manu. Souvent, on va faire même plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis? Parce que mettre l'installation en manu, c'est finalement essayer de prendre la moins pire décision pour cette boucle-là. Sauf que dans certains cas, c'est même pas tolérable. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre l'installation en sécurité, mais au sens d'éteindre tout, et donc désénergiser au niveau électrique, désénergiser au niveau pneumatique ou hydraulique, donc faire chuter les pressions, essayer de faire chuter les températures, autrement dit, faire ce qu'on appelle dans les centrales électriques un trip de l'installation. Dans les centrales nucléaires, un SCRAM, quand ça vient du réacteur nucléaire. Je sais que vous entendez peut-être déjà de temps en temps ça aux actualités, quand on exagère le fait que la centrale de Tihange est passée en sécurité, on parle de SCRAM. En général, c'est justement pour se mettre en sécurité. Et donc, c'est très bien qu'une installation fasse ça. Quand elle se met en sécurité et que tout se passe bien, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, dans le pire des cas, pour conclure sur notre gestion de défaut de mesure, ben alors, on va mettre l'installation en sécurité, mais pas que la boucle de régulation, toute l'installation. Est-ce qu'il y a encore d'autres trucs dont on a parlé la fois passée et qu'il fallait un petit peu les résumer? Donc ici, j'ai un petit peu anticipé sur ce que on va discuter aujourd'hui. On vient par exemple ici, oui. Est-ce qu'il y a des installations où on ne peut pas se permettre de tout éteindre? Normalement, dans le design d'une installation, on prévoit ça. Quand tu prévois une installation industrielle, tu dois prévoir les solutions de secours, et c'est même des choses qui doivent être validées par un organisme agréé. Quand vous avez une installation, si elle dépasse un certain niveau de pression, et ce sont des lois, donc dans le, comment est-ce qu'on appelle ça, le truc de loi en Belgique, les arrêtés royaux ou un machin comme ça,
Si vous voulez vous amuser, vous allez regarder là-dedans, demandez plutôt à ChatGPT, hein, un arrêté royal qui explique comment est-ce qu'on doit gérer une installation sous pression. Et vous verrez que si on a une installation sous pression supérieure à, je ne connais pas les valeurs, 5 bars ou 10 bars, une certaine valeur, eh bien vous êtes obligé, avant de mettre en service cette installation, de faire venir un organisme agréé, Vinsot ou un truc comme ça, qui va faire ce qu'on appelle des tests de pressurisation pour voir que l'installation, déjà, elle sait physiquement tenir la pression. Donc si vous êtes capable, si votre pression nominale, c'est, je vous donne des exemples de centrale électrique, 140 bars en nominal, eh bien l'installation doit tenir jusque par exemple 180 bars. Et Vinsot va vous faire monter à 180 bars réellement dans l'installation et vérifier que tout est stable pendant un certain temps qui est défini dans ces normes pour être sûr que l'installation mécaniquement ne pète pas. Ça, c'est la partie mécanique. Et je reviens sur ta question. Ce qu'on doit aussi prouver, c'est que les systèmes de sécurité sont faits et on doit faire une analyse de risque. Je crois que vous parlez de ça dans certains cours, ce sera peut-être l'année prochaine. On parle de... merde, j'ai oublié le terme. Je n'avais pas pensé parler de ça. Faire du... Je ne sais plus. Mais il y a un terme qui veut simplement dire faire une analyse de risque où on doit pouvoir montrer de manière légale qu'on a prévu tous les cas de défaillance au niveau mécanique, donc l'installation elle-même, mais aussi au niveau instrumentation et régulation, et que ça va se mettre en sécurité. Et pour pousser le truc encore plus dans la sécurité, vous allez avoir un organisme agréé qui va venir, qui va vérifier les gestions de défauts dans un automate, qu'on va appeler un automate de sécurité. Et donc cet automate de sécurité, il va être scellé, alors avant de manière mécanique, maintenant de manière numérique. Ça veut dire que Vinsot va venir et vérifier avec vous, et c'est le cas dans une nouvelle centrale électrique, comme on monte en pression, en température, etc., et en vitesse, on doit prévoir des sécurités dans des automates de sécurité, pour revenir au premier rappel que tu as fait tout à l'heure. Ça, ce sont les trucs bas niveau, parce que ce sont les priorités. Et donc dans ces automates de sécurité, on a typiquement des protections qui sont tout ou rien. Si ma pression, la plus grande de mes 3 pressions mesurées, parce que c'est du redondant, est plus grande que 190 bars, alors l'installation doit se mettre en sécurité. Et donc on fait des tests physiques où on augmente soit réellement la pression trop haut, soit on vient avec des compresseurs pour essayer de faire monter la pression. Et on doit vérifier légalement que la mesure de pression arrive bien dans l'automate de sécurité, que la logique programmée dans l'automate de sécurité a bien tendance à ouvrir telle vanne, fermer tel contacteur, lancer telle pompe, etc. Donc toutes les gestions de sécurité, et on doit vérifier que tout ça, ça marche. Et une fois que c'est été vérifié par un organisme agréé, il y a un rapport officiel qui va servir pour les assurances et devant la loi si jamais il y a un accident industriel et que une enquête de police vous demande de prouver que votre installation est safe. Et donc ça fait partie de tout ça, donc ça répond à ta question. On ne peut pas mettre en service une installation pour laquelle il y a de l'énergie telle que ça risquerait de faire des dommages aux personnes ou à l'environnement. Donc on doit montrer que tout ça a été fait. Une étude HAZOP, c'est ça que je cherchais. H-A-Z-O-P pour hasard de je sais pas quoi. Vous avez déjà entendu parler de ça? Dans quoi? Vous avez un truc l'année prochaine là-dessus. Mais donc c'est une hasard d'étude, je sais pas très bien quoi. Et donc ça c'est un truc légal qui doit montrer et tester et être validé que vous avez prévu tous les scénarios pour éviter une catastrophe industrielle comme on a déjà eu quelques fois. Ouais. Mais du coup, dans une centrale nucléaire avec des éléments qui sont assez instables, on peut se permettre de tout éteindre Il faut pouvoir se permettre. Et c'est pour ça que vous avez plein de circuits qui sont utilisés et qui sont vérifiés, qui la plupart du temps ne démarrent pas et doivent démarrer dans certains cas de défaut. La catastrophe de Fukushima, c'était quoi le problème? Donc il y a eu un problème de base, ça c'est tout à fait acceptable. Et la solution, il y a eu des solutions de repli, c'était pas de l'automatisation, c'est au niveau électromécanique qui n'a pas été. Non. Il y a eu un tsunami, oui. Et donc vous avez eu une inondation de toute une partie de machines qui du coup était censée reprendre la main en cas d'inondation. Et donc cette partie-là, c'était des pompes, sauf que ces pompes-là n'ont pas su démarrer parce que vous aviez une armoire électrique ou des trucs comme ça qui avaient été immergés. Et donc finalement, le dernier secours qui était là, n'a pas su démarrer. Donc ça c'est une catastrophe où le dernier secours du dernier secours n'a pas su marcher. Et donc effectivement, il y a des scénarios qui n'ont pas été bien pensés
parce qu'ils sont des fois un peu trop extrêmes, ou bien ils n'ont pas été bien pensés, ou bien la réalité est plus extrême que ce qu'on avait anticipé. Et donc normalement, on ne peut pas mettre en service une installation si on ne s'est pas démontré qu'on a prévu tous les cas de défaut et qu'il y a des solutions de secours qui se passent. Donc non, ça ne peut pas être possible. Ça arrive, mais normalement le moins souvent possible. Vous serez, comme électromécanicien ou comme automaticien, sûrement confronté à faire des études de risque, des ASOP et des trucs comme ça. C'est extrêmement intéressant parce qu'on est obligé de penser à tous les scénarios possibles. Mais ça fout un peu la pression parce qu'il faut penser à tous les scénarios possibles. Est-ce qu'en Belgique, on a eu des Français? Oui, 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 oui. Parce qu'il y a eu quelques trucs notamment des explosions chimiques, des catastrophes industrielles, mais qui ne sont pas du tout dues à la partie automatisation. Donc on a eu beaucoup à une époque, c'était des explosions de silos en agriculture. Pourquoi est-ce que les silos explosent? Parce que vous avez des poussières en suspension, et donc si vous regardez qu'on appelle ça les indices d'explosion naturelle spontanée ou un machin comme ça, ben, on est dans le cas très public. On avait la même chose dans les centrales au charbon en Belgique et ailleurs. À une époque, les vieilles centrales au charbon étaient à ce qu'on appelait chauffe indirecte. Donc ça fait un lien avec la partie dynamique et la régulation, donc je ne perds pas de temps à répondre à la question avec ces exemples-là. Quand on travaille sur une centrale au charbon, ce qui existe encore aujourd'hui malheureusement, et que vous avez besoin brusquement de plus de puissance, parce que le réseau a besoin de puissance pour stabiliser la fréquence, etc., il faut absolument augmenter la puissance fournie par la centrale. Pour ça, il faut plus d'énergie dans la chaudière. Quand vous êtes avec du charbon, quelles sont les différentes étapes à réaliser au niveau process pour que le charbon, qui est en gros des gros morceaux comme ça, fasse finalement de l'énergie électrique? Il est dans des gros silos, il tombe au bas du silo sur des bandes transporteuses. De la bande transporteuse, il est amené vers des broyeurs, il tombe dans les broyeurs. Dans les broyeurs, vous avez des gros galets qui sont en train de moudre le charbon. Le charbon doit être assez fin, assez pulvérisé, donc il doit recirculer plusieurs fois dans cette, vous voyez où je veux en venir dans mon histoire, il doit circuler plusieurs fois pour être assez fin. Une fois qu'il est assez fin, on a des sortes de filtres qu'on appelle des classifieurs qui fonctionnent par force par effet centrifuge, qui vont faire que les grosses particules, elles sont éloignées vers les bords et qu'elles retombent dans le broyeur, alors que les petites, elles savent être emportées. Donc ça met du temps, c'est là que je veux en venir, avant de finalement arriver dans la chaudière. Dans la chaudière, vous avez la combustion qui va se faire, qui va amener ensuite de la chaleur par rayonnement, convection et conduction dans l'eau, qui va finalement devenir de la vapeur, qui va là. Donc vous voyez où je veux en venir, entre le moment où vous avez besoin de puissance, et donc vous êtes occupé à actionner la bande transporteuse, et le moment où vous avez de l'énergie dans votre turbine, eh vous avez un délai qui est assez grand. Et donc qu'est-ce qu'on a fait à une époque? On a dit, oui, mais le gros du temps perdu, c'est dans le broyage, et donc on va broyer le charbon à l'avance, de manière à ne pas avoir une chauffe directe, où on doit on doit broyer le charbon au moment où on en a besoin, et ça prend du temps. On fait une chauffe indirecte, où on le brûle, on le broie à l'avance, et du coup on a des silos de charbon. Ça permettait d'avoir des dynamiques plus rapides, donc c'était très intéressant, sauf qu'on a arrêté de le faire, parce que ça, je n'ai pas dit que ça pétait tout le temps, parce que dans les silos aussi, on sait comment gérer ça pour éviter d'avoir des explosions, mais le risque était important, et à une époque, avant qu'on gère bien ces mécanismes d'explosion, ben oui, il y a eu pas mal de catastrophes industrielles comme ça dans beaucoup d'endroits. Si vous regardez sur Internet, en exagérant un peu, vous avez une centrale à charbon qui explose par jour, au niveau mondial. J'exagère un peu, mais c'est pas rare. Moi, j'ai ça souvent dans mes fils d'actualité, parce que je suis ça. Et donc, c'est très rarement en Europe, parce que les règles de sécurité sont drastiques, et puis qu'on a beaucoup moins de charbon. Mais c'est pas exceptionnel, qu'il y ait une centrale à charbon qui pète à cause de ça. Donc, on a vu ça la semaine passée. Qu'est-ce qu'il y avait eu? La centrale était à l'arrêt. Les techniciens devaient intervenir dans un silo à charbon pour faire une opération tout à fait normale. Sauf qu'on avait oublié de balayer ou ventiler le silo à charbon avant de rentrer dedans. Les gars sont rentrés dedans. Le moindre problème d'électricité statique, le truc a explosé. Et a fait exploser toute la centrale au peu près. Donc ça arrive encore souvent. Et oui, on a vu en Belgique, principalement dans le domaine chimique et pétrochimique. Je ne peux vous donner des noms comme ça. En France, il y a encore eu un truc il y a une vingtaine d'années, on croyait que c'était un attentat. Vous avez déjà entendu parler d'AZF?
Toulouse, si je me souviens pas, si je ne me trompe pas, il y a, je sais pas, 10-15 ans, et il y en a d'autres, donc oui, ça arrive malheureusement. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu différent là. Pourquoi? C'est Oui, c'est ça. Donc là, c'était pas dû à l'opération sur l'installation de production, enfin, sauf si on considère que Fluxis, c'est leur installation de production, de transport. Donc oui, c'est vrai, c'est tout à fait la même chose. Donc là, on s'éloigne un peu du sujet régulation, mais on est parti par là parce qu'on a parlé des risques et des gestions de perte de mesure. C'est en parlant des gestions de perte de mesure et des solutions de repli qu'on a parlé des gestions de perte de mesure et également des automates de sécurité. Ça nous a permis de dire qu'ils étaient dans la couche de niveau bas parce que c'est prioritaire, etc., etc., etc. C'est finalement plus un rappel, mais on prend un petit peu d'avance sur ce dont on va parler ici. Et quand je dis qu'on va parler, prendre un petit peu d'avance, et donc les différents trucs dont on a déjà parlé ici, on va un peu les formaliser plus tard. Et si je veux suivre l'ordre ici de la présentation, on a beaucoup parlé de consignes. On va parler dans un slide 2 du fait que les deux principaux objectifs, vous les connaissez en régulation, c'est quoi? Je viens de les rappeler. Celui de consigne, réjection de perturbation. Et donc ce qui est important, c'est que dans les deux cas, c'est la consigne qui gère tout. Ensuite, consigne, j'ai ma consigne qui varie, il faut la suivre. En réjection de perturbation, il faut rester sur la consigne. Donc en réjection de perturbation, on suppose que la consigne est constante, mais l'objectif est de rester sur ces consignes. Et donc, il y a une discussion intéressante à savoir, à faire sur pourquoi est-ce qu'on a intérêt à avoir une régulation la meilleure possible au sens des régimes transitoires. Et donc, ça veut dire quoi, ça, si on essaie de dessiner ce dont on parle ici? Donc, minimiser la variance d'une régulation. Mais l'objectif, c'est toujours la consigne, qu'elle soit variable ou pas, pour l'instant, on s'en fout. Et on sait très bien que c'est tout à fait illusoire d'espérer rester parfaitement sur la consigne. On sait très bien que, typiquement, je vais avoir une perturbation. Alors, on en a déjà discuté, on va y revenir. Une des perturbations typiques qu'on aime bien utiliser parce qu'elle est très caractéristique et très méchante, c'est mettre un échelon sur l'entrée de mon système. Et donc, vous savez que si j'ai un échelon sur l'entrée de mon système, ça va pousser ma sortie à s'éloigner. Et mon régulateur doit me ramener ici. Alors, est-ce qu'il va le faire comme ça ou comme ça? Ça va dépendre de la dynamique de quoi? Du système ou du régulateur? Très bien. Ça va dépendre de quoi? De la dynamique du système, du régulateur. Les deux. Donc, est-ce que je vais avoir un truc comme ça ou comme ça? Ça va dépendre de la dynamique de la boucle fermée, mon système ou mon régulateur. Et où est-ce que je voulais en venir? Après, j'ai une perturbation qui vient dans l'autre sens, qui repart dans l'autre sens. En gros, c'est pas tout à fait réaliste ce que je fais. Ça vous montre ce qui se passe, mais en réalité, mes perturbations, elles sont un peu n'importe comment. Et donc, ce que je vais avoir, c'est ça, parce qu'en permanence, j'ai des perturbations et je dois essayer de revenir vers ma régulation. Et donc, la question devient plutôt, est-ce que je vais avoir ce genre de truc-là en régulation? Donc, je vais prendre mon premier exemple. Je vous avais dit de manière un peu simpliste que si j'ai une régulation si j'ai une perturbation sous forme d'échelon, j'ai soit ça, premier scénario. Deuxième scénario, c'est ça. Mais comprenez bien que le scénario réaliste, c'est de ne pas parler de perturbation sous forme d'échelon. Ça nous aide à raisonner, mais en gros, ce qu'il y a, c'est que je vais avoir une réjection de perturbation telle que, en gros, mon comportement est comme ça, ou une réjection de perturbation telle que, en gros, mon comportement est comme ça. Autrement dit, j'ai une réjection de perturbation qui va être directement liée à la variance du signal autour de la consigne. Et la discussion est, quel peut être l'intérêt alors concrètement de diminuer la variance? Autrement dit, si vous arrivez sur un site et que vous avez une régulation de qualité rouge, donc avec une lente réjection de perturbation, donc avec un grand écart type autour de la consigne, quels sont les différents avantages à passer une régulation plus rapide et donc avec un plus petit écart type? Ça va être quoi les avantages? On va y arriver après, mais directement, il faut insister sur une chose très importante, c'est qu'ici, je ne suis pas en train de tout voir. Si je me contente de vous poser la question comme ça, je suis un théoricien à foutre à la poubelle. Donc, je vous répète ma question. Si vous êtes ici dans le scénario rouge, avec une réjection de perturbation assez lâche, et donc que vous avez intérêt, pour des raisons qu'on va évoquer ici, à passer vers la régulation bleue avec une régulation qui tient mieux sa consigne, on va parler des intérêts, mais allons directement sur un point fondamental. Si je ne vous pose que cette question-ci et que je ne l'associe pas à autre chose,
ma question est un peu bidon, elle est un peu théorique. Et elle va me faire passer 2 heures de réflexion pour à la fin dire, ouais, mais non, j'ai pas tenu compte de ça. Si je me contente que de ça, j'oublie un truc fondamental, c'est quoi? Passer du rouge au bleu, je peux le faire. Bah, des fois, c'est impossible pour d'autres raisons, mais en gros, je peux le faire, disons. Mais quel va être le prix à payer pour ça? Ouais, alors là, on en rediscutera. C'est vrai. Développe un peu ton idée, et puis je vais dire quel est le lien avec ce qu'on va faire. Alors, je refais cette petite parenthèse-ci, et puis je la mettrai de côté parce qu'il existe une solution pour ça. Mais donc, ce dont tu parles, c'est le fait que, en régulation, soit on a un bon suivi de consignes, soit on a une bonne réjection de perturbation. Ce qu'il y a, c'est que si mon régulateur qui est bon pour ma réjection de perturbation est utilisé en suivi de consigne, il ne va pas bien se comporter. Si c'est ce régulateur-ci qui est utilisé en suivi de consigne, typiquement, il va être un peu trop oscillant et un peu trop peu amorti. Et à l'inverse, si je prends un régulateur qui est bon en suivi de consigne et que je l'utilise en réjection de perturbation, ça va être l'inverse. Qu'est-ce que je vais avoir comme observation ici? Association. Des associations. Ah non, s'il est bon en suivi de consigne et que je l'utilise en réjection de perturbation, par rapport à celui-là, il va être un peu trop suramorti, trop mou, trop lent. Donc c'est plutôt ça que je vais avoir. Je vais en plus clair. L'idée, c'est de montrer qu'il y a un écart plus grand. Ok? Donc ça, c'est vrai si vous avez un régulateur simple qu'on va appeler à 1 degré de liberté. Donc 1 degree of freedom. Donc ça, c'est le régulateur classique que vous connaissez, avec un contrôleur, régulateur, un process et une boucle fermée comme ceci. Ça, c'est un régulateur à 1 degré de liberté, et donc on a ce compromis à gérer. Je reviens à ma question pour faire le lien et ne perdre personne. Est-ce que c'est de ça dont tu voulais parler? Donc ça, c'est vrai, mais je ne vais pas discuter de ça ici parce qu'on a une solution pour ça qui va arriver dans quelques temps, qui est de passer à un régulateur avec 2 degrés de liberté. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle d'1 degré de liberté? Regardez ici, le régulateur ne reçoit qu'une information qui est l'écart de réglage. Il ne reçoit pas de manière indépendante la consigne et la mesure. Autrement dit, à un moment, il faut choisir. Et c'est pour ça qu'on a le compromis dont on parle ici. Quand on va avoir un régulateur à 2 degrés de liberté, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, il y a deux manières de le dessiner. Donc, donc ça c'est 1 degré de liberté. Quand on aura 2 degrés de liberté, il y a deux manières de le dessiner. Soit je reprends consigne et mesure, et j'ai un régulateur avec 2 entrées. Mon entrée consigne et mon entrée PV. Et évidemment, on va avoir un petit truc à rajouter dans le régulateur pour qu'il puisse traiter différemment la consigne et la mesure. Ce que celui-ci est incapable de faire. Ce régulateur-là, il est incapable de voir que l'écart augmente parce que la perturbation a généré une variation sur mon PV, ou bien parce que j'ai fait une variation de consigne. Celui-là n'a qu'une entrée, il n'a qu'un degré de liberté, et donc à cause de ça, il ne sait pas traiter distinctement le transitoire dû au suivi de consigne et le transitoire dû à la réjection de perturbation. D'où un compromis entre les deux, d'où ce que tu disais, si je suis bon pour l'un, je dégrade l'autre. D'accord? Quand on va passer en 2 degrés de liberté, on va rajouter quelque chose là-dedans, mais vous voyez déjà ici que le régulateur, l'idée c'est qu'il puisse traiter distinctement l'information qui vient d'une variation de consigne et l'information qui vient d'une perturbation. Et une autre manière de montrer ça, c'est de montrer qu'on a en fait un bloc qui vient uniquement sur la consigne. Et donc ce bloc-là, lui, il ne voit que la consigne. Celui-là, on est revenu dans un contexte où il voit les deux. Donc lui, il ne peut pas faire la distinction, mais ce n'est pas grave. Il suffit qu'il y ait un bloc qui serve uniquement à gérer la dynamique de suivi de consigne pour pouvoir dire qu'on a quelque chose qui permet de séparer le design en suivi de consigne et le design en réjection de perturbation. Et donc ça, pour les automaticiens, ça s'appelle comment? RST. Un régulateur RST, parce qu'il y a 3 termes, parce qu'on peut aussi le dessiner ici avec une fonction ici, mais en réalité, elle est commune à ceci, donc on peut la dessiner autrement, ça dépend de ce qu'on met dans chacun des blocs. Donc on va parler alors de régulateur à 2 degrés de liberté,
Donc l'énorme avantage est de pouvoir traiter distinctement la dynamique en suite consigne et la dynamique en réjection de perturbation. Donc ceci, c'est une digression tout à fait indépendante de ce qu'on faisait ici, mais c'est quelque chose de fondamental qui va arriver après. Donc, petit lien quand même pour répondre à ta question qui est tout à fait pertinente. Je reviens sur ma question. Elle est, quel est le prix à payer, parce que je parle d'un inconvénient, lorsque je passe du rouge au bleu. Parce que ce qu'on va dire ici, c'est quel est l'intérêt de passer du rouge au bleu et de diminuer la variance. Pas l'énergie de réglage. Oui, donc soyez encore plus concret, on fait du practical process control. Du coup, l'actionneur. L'actionneur, c'est clair que typiquement, quand vous avez une réjection de perturbation plus lente, c'est parce que le régulateur est plus mou pour essayer de revenir sur la consigne. Autrement dit, votre organe de réglage, il va être sollicité. Donc, si j'essaye de dessiner ça maintenant ici avec mon MV, donc mon entrée de process, mon actuateur, dans le cas rouge, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça. La perturbation arrive, allez, il faut la contrer. Allez, on y va. Ah, il y a de nouveau une perturbation. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Et donc là, votre vanne, elle est traitée gentiment, doucement. Et donc, la réjection de perturbation est lente. Donc, j'ai des grands écarts transitoires. Donc, j'ai une grande variance sur mon écart de réglage. Si je veux passer de la dynamique rouge à la dynamique bleue, qu'est-ce que je vais typiquement devoir faire dans mon régulateur? On verra ça taper dans les saturations. Ouais, sans ça, l'accélérer. Essayer qu'il réagisse plus vite, de manière à ce que quand une perturbation arrive, eh bien, je pousse plus fort sur mon actionneur pour essayer que je revienne plus vite vers ma consigne. Et donc, ça se fait évidemment au prix d'un actionneur qui va être beaucoup plus sollicité. Et donc, si on se contente de dire que je veux passer d'un comportement avec une grande variance à une basse variance et qu'on a tout gagné, c'est pas du tout réaliste. On va toujours avoir, encore une fois ici, un compromis entre la qualité de régulation quand on regarde le process value et l'agressivité sur l'organe de réglage. Donc, si vous voulez théoriquement calculer un régulateur qui va vous permettre de passer à ceci, vous pouvez le faire. Sauf qu'en pratique, ça ne marchera pas parce que votre vanne de réglage, elle ne va pas suivre. Et surtout parce que le responsable de la maintenance de l'installation, il va vous dire, eh, viens un peu ici, toi. C'est toi qui vas aller démonter la vanne cette nuit et changer telle et telle pièce parce qu'elle est pétée. Donc, quand on va faire le raisonnement qu'on va faire ici, c'est fondamental. Mais vous allez voir qu'on va arriver à cette conclusion ici aussi, c'est fondamental. Mais directement, gardons en tête que essayer d'améliorer la régulation en étant plus serré sur la consigne, autrement dit, en ayant en ayant une meilleure réjection de perturbation, c'est un objectif, mais qu'il va falloir toujours tenir compte, dont il va falloir toujours tenir compte au regard d'un compromis avec l'agressivité sur l'organe de réglage. Et vous allez voir que ça va clairement apparaître dans les analyses qu'on va faire des boucles fermées, parce qu'on ne va pas se contenter d'analyser la dynamique d'une boucle fermée en regardant la consigne, on va également regarder quel est l'impact sur l'organe de réglage. Et donc là, on ne va pas travailler avec une fonction de transfert qui est la dynamique de suite consigne, on va travailler avec une matrice de fonctions de transfert pour essayer justement de tenir compte de tous ces trucs-là dans un design de régulateur. Donc, je reviens à ma question ici, et c'est l'objet de notre premier slide. Quel est l'intérêt d'essayer de diminuer cette variance? Ok, au niveau calcul, au niveau théorique, on sait comment on va faire, on va devoir changer les paramètres de régulation. Mais pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que c'est intéressant d'en discuter de manière pratique. Si je veux passer de mon scénario rouge à mon scénario bleu, c'est que j'ai un intérêt à le faire. L'intérêt qu'on a à faire, c'est toujours le même quand vous faites une régulation en industrie, et pas pour vous amuser chez vous, c'est qu'il y a un intérêt économique, sécurité ou environnement. Donc l'intérêt économique, ça va être quoi? Soit de produire quelque chose de meilleur, soit d'utiliser moins de produits pour essayer de produire un produit de la même qualité. Vous me suivez dans les produits? Donc ça, c'est l'aspect économique. Deux choses. Soit d'essayer d'avoir un produit de meilleure qualité. Trois choses. Soit essayer de produire un produit de meilleure qualité, vous pouvez le vendre plus cher. Soit essayer de moins jeter de produits. Je vais revenir plus clairement sur ce même genre de schéma. Soit essayer d'utiliser moins de produits ou d'énergie pour régler les choses. Ça, c'est l'avantage économique. Après, on parlera d'un avantage en termes de sécurité, merci, et environnement. Mais environnement, vous le voyez déjà venir, c'est essayer d'utiliser moins de produits ou moins d'énergie, donc c'est il sera lié.
Donc si on essaie un peu de représenter nos objectifs, parce que ça va nous permettre de voir aussi comment quantifier ce que l'on peut faire pour faire varier notre consigne. On part d'une situation où on a une régulation et on a notre PV qui est assez peu qualitatif, donc assez moins bien réglé. Et donc, si on veut essayer de mettre quelques chiffres là-dessus pour quantifier ça, parce qu'on va en avoir besoin après pour prendre des décisions et ne pas faire que de la philosophie ici, si on veut regarder ceci, en réalité, on peut exprimer ça sous forme d'une distribution. Donc ça, c'est l'évolution en fonction du temps. Mais on peut exprimer ça en fonction d'une distribution qui va être, si tout va bien, en moyenne sur la consigne, mais la distribution de mon signal vert pendant un certain temps, donc je prends une certaine fenêtre de temps, j'ai ici 2 heures, je regarde cette variable aussi pendant ces 2 heures, et je calcule la distribution de ces points-là. Ben, ça va me faire quoi comme tête, typiquement, si j'ai un truc comme ça? Quand vous n'avez pas d'idée, les distributions, ben, c'est des gaussiennes, et ici, effectivement, c'est typiquement ce qu'on va trouver. Pour lequel j'ai du coup ici, dans cet axe-ci, ça va être quoi? La densité de présence ou l'occurrence. Donc j'ai beaucoup de points qui sont à cette valeur-ci, qui est la valeur de ma consigne, parce qu'ici, j'ai ma max. J'ai ici l'axe de mon PV. Ça, c'est bien l'axe de mon PV. Donc j'ai par exemple ici un signal qui est, ben, j'observe la température que je dois régler en fonction du temps en minutes. Et donc dans ce graphe-ci, je vais également avoir mon PV, qui est la température. Et qu'est-ce que je mets comme échelle ici? Ben, la densité de probabilité ou l'occurrence de cette variable-là. Oui? Il y a moyen d'allumer une lumière. Ouais. C'est ceci, vous êtes dans. Ouais. Est-ce qu'il y a une couleur qu'on ne voit pas assez bien? Le vert, On vire le vert. Ah oui, surtout quand j'appuie pas bien dessus. On vire tout. Donc, on a une qualité de régulation. Vous avez compris qu'ici, je suis en train d'essayer de montrer que ma régulation, ben, c'est un processus industriel, donc j'ai une perturbation en permanence, et je fais de la réjection de perturbation en permanence. Si ma réjection de perturbation est lente, j'ai de grandes excursions, et donc comment est-ce qu'on va pouvoir quantifier ça? Ben, on prend un échantillon d'une minute, d'une heure, de 3 jours, ça va dépendre évidemment de la dynamique du système, et on va représenter la distribution de ce point-là. Si tout va bien, vous êtes d'accord que vous devriez être la majorité du temps sur la consigne, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est à chaque fois essayer de les revenir, et puis on a une perturbation, on en repart, mais on revient le plus vite possible, donc c'est tout à fait logique d'être la plupart du temps sur la consigne. Et par défaut, on va dire qu'on a quelque chose de symétrique parce que c'est linéaire. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir quantifier ça? Ben, la plupart du temps, on va avoir quelque chose de très proche d'une distribution gaussienne ou une distribution normale. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire si on doit mettre des chiffres là-dessus? Ben, compter très simplement se donner des variables qui vont nous montrer que dans 99% des cas, je suis entre ce PV max et ce PV min de mes occurrences, ou bien la même chose à 95%, donc je vais mettre ici un 99% dans mon range, ou bien la même chose à 95%, donc dans 95% des cas, je suis entre ce max et ce min. Vous me suivez? Et donc, comment est-ce qu'on va quantifier ça? C'est l'intérêt de discuter de ça. C'est assez facile. Vous avez ici des données, et en acceptant cette hypothèse gaussienne, que vous pouvez vérifier, vous pouvez visualiser la distribution, en général c'est le cas dans ces scénarios-ci, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, que typiquement, vous pouvez quantifier cette distance-ci comme étant égale à quoi? 3 fois l'écart type de la distribution. Donc il suffit de prendre un certain lot de données, 1 heure, 3 jours, on s'en fout, de regarder la distribution, et en fait tout ce qui nous intéresse c'est la variance de la distribution, et donc ça va nous permettre de dire très facilement qu'en réalité dans 99% des cas je suis en dessous de cette valeur et au-dessus de cette valeur, ou dans 95% des cas dans telle ou telle valeur. Le 99 ou le 95, vous allez voir qu'on va le choisir selon la criticité, encore une fois, de ce qu'on va faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Imaginez que vous avez ici
une consigne, et que cette consigne, ben, en réalité, vous avez intérêt à la pousser la plus haute possible, mais que vous avez une contrainte de sécurité. Je vous dis que je parlerai des trucs économiques, mais c'est exactement la même chose. J'ai une contrainte ici de sécurité qui est que ma température ne peut pas passer au-dessus de 620 degrés. Je prends des valeurs que je connais parce que quand on veut réguler la température de la vapeur vers une turbine à vapeur, ben, on va lui donner une consigne de température. Et cette consigne de température, ben, dans un exemple tout à fait réaliste, on va donner 600 degrés ou 605 degrés. Et on sait qu'on ne peut pas aller plus haut que 620 degrés. Oui, mais ce qui est important, c'est que au plus ma température vapeur est haute, au mieux c'est pourquoi. Et là, on n'est pas dans la régulation, mais dans le process, la compétence process. C'est quoi l'intérêt d'avoir une température vapeur haute en entrée d'une turbine à vapeur? Ça va augmenter le rendement global de votre installation. Et donc, on doit absolument être le plus haut possible en température vapeur, sauf qu'on a une contrainte, étant donné qu'on a des tuyaux métalliques qui doivent amener cette vapeur, eux ont des limites physiques, et donc on sait qu'ils vont péter à 640 degrés, et donc on va se mettre une limite à 620 pour garder de la marge, et on va mettre l'installation en sécurité, pour revenir au sujet de tout à l'heure, si on passe au-dessus de 620 degrés. Alors encore une fois, s'il y a des trucs intéressants à dire pour être plus réaliste, ce qu'on va faire souvent, c'est que si je suis, donc écoutez bien les chiffres, j'ai pas envie d'écrire, j'ai une consigne de 600 degrés, et donc je vais prendre un scénario où dès que je touche 620 degrés, j'arrête l'installation, on la triple comme je disais tout à l'heure. Donc ça c'est une alarme, enfin, un triple instantané. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire entre les deux pour essayer de déjà nuancer les choses? Il y a deux choses qu'on va faire. Des alertes. Des alertes. Oui, des alarmes. Donc on va déjà envoyer une alarme à 615 degrés. Et ce qu'on va aussi souvent avoir, c'est qu'on va avoir des triples plus bas si on est plus longtemps. Donc on va déclencher l'installation et la mettre en sécurité si on est à 615 degrés pendant plus d'une minute, ou bien si on est à 620 degrés instantanément. Vous suivez? Donc tout ça pour bien vous montrer que j'ai d'un côté, pour des questions économiques et environnementales, ben oui, je veux augmenter mon rendement, ça a des conséquences économiques et environnementales. Je veux avoir une température vapeur la plus haute possible, sauf que je ne peux pas dépasser les 620. Prenons que cet exemple-là en alarme haute. Et donc, c'est assez évident, une fois qu'on a ça en tête, quel va être l'intérêt de diminuer la marge de variation, donc la distribution autour de ma consigne, autrement dit la variance. Donc si je passe de mon scénario vert à mon scénario bleu, et que je peux convaincre mon client, entre guillemets, le responsable de l'installation, que ça marche en lui montrant que maintenant, ben, je suis passé à quelque chose de bien plus serré ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors? À votre avis, quelle est la conclusion logique? Si j'arrive à améliorer ma régulation avec une plus petite variance, on va augmenter le set point. Et c'est typiquement ce genre de réflexion-là qu'on doit avoir quand on parle de choix de la consigne. C'est, OK, qu'est-ce qu'il faut, mais pourquoi est-ce qu'on est limité? En réalité, souvent, vous avez intérêt à aller le plus haut possible ou le plus bas possible. Bon, il y a d'autres cas où vous avez promis une certaine qualité de production à votre client. Si vous êtes occupé à produire, comme on a parlé la fois passée, une qualité de papier par exemple, la qualité du papier, elle dépend de l'humidité dans le papier et de l'épaisseur du papier. Eh bien, si vous avez un exemple ici où on va avoir la qualité du papier, donc le grammage, donc je vais ici dire que je suis en grammes par mètre carré, en fonction du temps. Et là, ma consigne, c'est une constante. Et la qualité de ma régulation, c'est mon verre que je ne peux plus utiliser, mais je vais quand même utiliser en appuyant beaucoup dessus, comme ça c'est symétrique avec ce que j'ai fait avant. Et puis je résumerai les deux scénarios, vous allez voir. Donc ça c'est la variance autour de ma consigne. Et ici, je n'ai pas vraiment de problème de sécurité ou de rendement à être plus haut ou plus bas. Qu'est-ce que j'ai alors comme réflexion tout à fait identique? Qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai une variance qui est trop grande et que en réalité, tout ceci est hors spécification et tout ceci est hors spécification?
qu'est-ce qui va se passer sur le hors spécification? Je pensais que Non? Pour acheter le produit. Il faudra jeter le produit. Alors, d'un cas à l'autre, il faudra jeter ce qui est hors spec en haut et hors spec en bas. Vous êtes occupé à faire des boulons. S'ils sont trop petits, c'est pas bon. S'ils sont trop grands, c'est pas bon. Dans certains scénarios, être trop haut, c'est vendre quelque chose de meilleure qualité que ce que vous avez promis. Donc, c'est acceptable, mais vous devez virer ce qu'il y a en dessous. Mais même dans tous les cas, en général, quand on produit quelque chose, on veut vendre au client quelque chose qui est uniforme. Et donc, dans la plupart des cas, on va dire que ça, c'est hors spec et ça, c'est hors spec. Autrement dit, on a intérêt à diminuer la variance de manière à avoir moins de produits hors spécificité. Autrement dit, devoir jeter moins de produits. Autrement dit, avoir encore une fois un intérêt autant au niveau économique qu'au niveau écologique. Donc, soit on est dans ce scénario-ci, on a intérêt à diminuer la variance, mais on garde la consigne parce que c'est une spécification client. Dans ce cas, on a intérêt à garder cette consigne le mieux possible pour des raisons économiques et écologiques. Heureusement, c'est souvent les mêmes. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon, ça devient embêtant. Donc, dans ce cas-ci, on ne veut pas changer la consigne, il faut être le plus possible dessus. Ce cas-ci est l'autre cas très fréquent pour lequel je peux changer ma consigne, mais j'ai une limite physique que je ne peux pas dépasser pour des raisons, encore une fois, de sécurité ou et de rendement dans ce cas-ci, enfin même de sécurité, de rendement et d'environnement. Dans ce scénario-ci, on a les trois. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir que en ayant un écart transitoire, autrement une variance plus faible, on va effectivement pouvoir dire que du coup, on peut augmenter la consigne, parce que comme j'ai diminué la variance, je me retrouve avec une consigne plus haut, mais je sais que je n'ai aucun risque, ou en tout cas qu'il est acceptable. Je n'ai aucun risque, ou en tout cas qu'il est acceptable, parce que j'ai moins d'1% de chance de passer hors de cette limite-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Grâce à ça, relever la consigne, augmenter le rendement avec les avantages économiques, écologiques et sécurité. Oui. donc sur cette installation, c'est intéressant d'avoir une installation qui peut faire des très précis, comme genre c'est juste une installation, on dit ok, bah celle-là, pour faire soit un process qui est relativement flexible ou juste. Alors, deux réponses. Il y a un exemple typique pour lequel on va vouloir que ce soit très lâche et que ça soit pas bien réglé, surtout pas. Et on a déjà parlé la fois passée. C'est un exemple typique de ça. Donc, je crois que ça répond à ta question, et puis j'aurai un deuxième point. Quel est l'exemple de régulation pour lequel on dit, hey, surtout, tu n'essaies pas de régler bien. Et je veux que tu sois lâche. Quoi tu pensais quoi? C'est vu comme étant un problème de qualité quand tu dois contrôler la température dans un local. Normalement, quand tu fais de la HVAC, tu dois montrer que tu restes dans les limites de confort et donc que tu ne peux pas être ni trop froid ni trop chaud. Donc, tu es quand même dans ce scénario-ci. Donc, on a quand même intérêt à être assez bon. Je pense à quoi on a parlé la fois passée. Un exemple, c'est le seul qui me vient en tête. Après, je vais en un autre dans un autre secteur pour lequel on a dit on veut volontairement quelque chose d'assez lâche. Un buffer. Si vous avez un buffer, il faut que la régulation soit lâche. Avoir un buffer et c'est bien tenir sa consigne, ça veut dire que le buffer ne sert à rien. Donc là, vous êtes capable, en faisant une connerie dans la régulation, de complètement mettre à néant l'intérêt d'avoir installé un buffer mécanique, hydraulique, électrique ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Et la deuxième partie, c'est qu'il y a des boucles de régulation qui n'ont que très peu d'intérêt. Et c'est assez intéressant également d'en discuter. Quand vous arrivez sur une installation, que vous mettez en service des choses, il y a des boucles de régulation qui, entre guillemets, ça vivote et on ne s'en rend même pas compte. C'est pour ça qu'on en reparlera. On se retrouve des fois à voir que dans des installations, dans des usines, des processus de production, après 30 ans de fonctionnement, on arrive encore, et c'est vraiment des cas qui se rencontrent, donc vous allez voir, on va discuter d'analyse, d'études statistiques qui le montrent, qu'on a encore les valeurs par défaut des paramètres de réglage. Vous programmez un automate, vous prenez un bloc régulateur, vous le mettez là, vous connectez, on a discuté tout à l'heure, la mesure, après avoir fait la gestion 1, 2, 3, 2, 2, 3, etc. Vous mettez la consigne, vous allez vers la vanne. Eh bien, je crois qu'on parle de chiffres d'une vingtaine de pourcents de boucles de régulation qui ont des paramètres par défaut. Ça dépendra d'un automate à l'autre, sur l'installation que je suis en train de mettre en service. On voit ça parce qu'on a un gain de 1, une constante de temps d'intégration de 10, une constante de temps de dérivation de 0. C'est assez intéressant parce que ça permet aussi, quand on a un système moderne et qu'on sait sortir une liste avec tous les régulateurs et tous les paramètres, et indice, ok, mais celui-là on n'a encore rien fait dessus.
Et vous avez aussi donc, le fait qu'on n'ait pas encore travaillé dessus. Donc, soit, il y a deux choses qui peuvent expliquer le fait qu'on a une installation qui fonctionne et qu'on a encore les paramètres par défaut. Il y a deux choses qui peuvent être cachées là derrière. Le système n'a pas vraiment. Oui, on a un truc pour lequel ça peut être très très lent ou très rapide et on s'en fout parce que leur gamme de réglage n'est pas très sensible au fait qu'il soit fort secoué, ou bien que le PV, on s'en fout un peu. Donc il y a des boucles un peu secondaires. Et typiquement, on va vers des trucs un peu buffer finalement. Et un autre exemple pour lequel c'est possible d'avoir une installation qui est avec des valeurs par défaut et que ça ne pose entre guillemets pas de problème. Exactement. Ça n'a jamais marché. On ne sait pas pourquoi, mais l'opérateur a mis ça en manu parce que ça ne marche jamais. Et 10 ans après, on dit et pourquoi est-ce que cette valeur est en manu? Alors souvent la réponse que vous allez avoir c'est bon, je fais comme ça, parce que l'installation elle a depuis 10 ans, moi je suis arrivé il y a 2 ans. Ou les vieux qui vont vous dire ça ne marche pas, on l'a mis en manu, et ben ça nous emmerde parce qu'on doit à chaque fois modifier la position de cette vanne parce qu'il n'y a pas de régulateur. Et personne n'a fait le lien entre il y a ça, mais en fait parce qu'il manque 2 paramètres à changer dans l'automate. Donc, je passe du coq à l'âne. Ou est-ce que je te répondais à la question, est-ce que des fois on n'a pas intérêt à ce que ce soit assez lâche? Et donc j'ai dit il y a le buffer. Et puis je suis passé sur les paramètres de défaut d'un automate. C'était quoi la suite logique? C'était quoi la suite logique? Que ce soit lâche. Voilà, c'est ça. Et donc des fois, merci. Des fois c'est nul parce qu'il y a des paramètres par défaut et qu'on les voit même pas. Hein. Et donc personne n'a jamais fait attention à ça. La température ici, vous demandez à l'opérateur, la température ici, t'as vu comment il y a des excursions énormes? Et la réponse est, ça n'impacte pas du tout mon process. Donc là, ça peut être une raison pour laquelle on a quelque chose qui est très très lâche, très mal réglé, et on s'en fout. Donc il y a 2 scénarios pour lesquels ça peut exister, soit c'est volontaire parce qu'il y a un buffer, soit c'est involontaire parce que ça n'a jamais été réglé. Et donc ça pourrait être mieux réglé, il y a un intérêt de le faire, mais c'est en manuel et on l'a entre guillemets oublié. Ça existe vraiment souvent. Soit c'est une régulation qu'on a oubliée et qui ne pose pas de problème, et donc elle fait sa vie, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc on est en train de parler de ça parce qu'on parle de l'intérêt à essayer d'améliorer la qualité de la régulation. Donc ça se quantifie avec la variance. Vous allez voir qu'on va carrément pouvoir utiliser cette variance après. Ça se quantifie avec la variance, mais la conclusion aussi, c'est quoi? C'est grâce à ça, je peux soit moins jeter de produits, avantage économique, écologique, sécurité, je n'expliquais pas tellement l'exemple-là. Dans les autres exemples, je diminue ma variance, ça me permet de modifier ma conclusion à la hausse ou à la baisse, ça dépend d'un cas à l'autre. Dans mon scénario de température, c'est à la hausse, ce qui va me permettre d'avoir des avantages en termes écologiques parce que j'ai mon rendement, économique parce que j'ai mon rendement, et dans certains cas, sécurité parce que j'évite de péter mon installation. Et ben voilà cette longue introduction, et après on doit commencer. Je sais que c'est un peu décousu que je passe d'un truc à l'autre, c'est un peu la nature de ce cours-là où vous avez plein de petits sujets.